Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Tout de suite, votre sommaire en images. Un colloque intitulé « Droit de la mer » était organisé ce mardi sur le navire de la Marine nationale française, le Tonnerre. Le ministre d'État a ouvert les débats ce mardi matin et le prince souverain les a clôturés en fin de journée. Le robot chirurgical Da Vinci a été inauguré ce lundi dans l'amphithéâtre de Lluc-la-Passe, en présence du souverain et de sa sœur, la princesse Caroline. Le docteur Pape a été reçu ce mardi au ministère d'État pour faire un point sur l'évolution du projet Monaco-Haïti. Et nous terminerons ce journal avec du football. Monaco affrontait Châteauroux ce lundi soir au Stade Louis II. Un colloque était organisé ce mardi sur le navire de la Marine nationale française, le Tonnerre. Plusieurs personnalités politiques et experts avaient répondu présents. Cette conférence a permis d'approfondir les réflexions sur la gestion durable des océans, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins. Voyez plutôt ce reportage signé Vanessa Dessy. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, monte à bord. Il n'est certainement pas passé inaperçu, ce navire de près de 200 mètres de long, dénommé le Tonnerre, a fait escale en principauté. Ce porte-hélicoptère a notamment servi lors du conflit en Libye, quand la France s'est engagée dans des opérations de combat. Ce mardi, sa venue était liée à un colloque organisé sur le thème des droits de la mer. La conférence de Rio+20 avait particulièrement révélé l'importance des océans dans l'équilibre environnemental de la planète. Ces dernières années, le développement des activités humaines en mer a dévoilé de sérieuses conséquences. Il y a l'aspect, je dirais, positif, c'est comme certains l'ont dit pendant les interventions de ce matin, c'est l'augmentation vraiment considérable du flux des activités économiques, avec cette fameuse maritimisation du monde qui est l'équivalent de la mondialisation, de la globalisation. Donc ça c'est l'aspect positif, puisque ça prouve qu'il y a un bien-être économique qui forcément passe par les océans, mais il y a la face négative immédiatement de ces activités, c'est une pollution qui se multiplie, qui est croissante et qu'on a de plus en plus de mal à contrôler dans ses origines et dans ses conséquences. On ne peut pas être uniquement négatif, de dire que tout va mal. Il y a eu des avancées parce que justement du fait de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a demandé aux États de prendre des mesures en matière de lutte contre les pollutions, que ce soit les pollutions d'origine tellurique ou pour les navires, les pollutions d'immersion par les navires eux-mêmes. Il y a eu évidemment beaucoup d'avancées. Mais malheureusement, les règles ne sont pas toujours appliquées comme elles devraient l'être. Il y a 30 ans, la Convention Montego Bay voit le jour. Celle-ci s'appuie sur le droit de la mer. Or, depuis quelques années, la pression économique et écologique sur la mer a beaucoup augmenté. En cette date d'anniversaire, le bilan est à l'ordre du jour. On a en tout cas une piste. Une piste, c'est ce que j'ai voulu signaler dans mon intervention. Les États sont vraiment les acteurs principaux de toute cette chorégraphie. Les États sont les acteurs privilégiés, c'est-à-dire qu'ils doivent d'abord décider eux-mêmes d'appliquer chez eux ou à l'échelle régionale toutes les obligations qui leur incombent. Donc les pistes sont là. Est-ce qu'il y a des solutions? C'est plus de coopération. C'est une mutualisation des moyens dans une période de contraintes budgétaires. Pour parler de cette convention, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dont nous fêtons le 30e anniversaire de l'ouverture à la signature, a certainement permis d'orienter les États vers une lutte plus complète et plus exhaustive de l'environnement marin. Explorer, exploiter et protéger les océans sont autant d'actions qui permettent de s'engager pour l'avenir. Et à juste titre, ce 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer consent à continuer en ce sens. Nous vous l'avions présenté l'an passé sur Monaco Info. Le centre hospitalier Princesse Grace a fait l'acquisition du robot chirurgical Da Vinci. Il vient d'être inauguré ce lundi en présence du prince souverain et de son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre. Reportage.
Vous voyez sur cette courbe en rouge, vous avez l'utilisation du robot. Toujours à la pointe de la technologie, le centre hospitalier Princesse Grace utilise depuis le mois de septembre un robot chirurgical Da Vinci. Cette avancée technologique est utilisée pour la chirurgie urologique, viscérale et gynécologique. Évolution majeure du XXIe siècle, la chirurgie robotique permet une chirurgie minimale invasive et offre aux chirurgiens la possibilité de travailler sur des zones difficilement accessibles tout en améliorant la précision du geste. On peut aller plus au contact, plus près, on voit mieux et on peut même se déplacer à l'intérieur dans des endroits où on n'aurait jamais pu aller autrement. La qualité de l'instrumentation qui est fournie permet des gestes extrêmement précis, ce qui améliore l'hémostase, ce qui améliore la préservation des organes qu'on veut préserver ou des nerfs ou des tissus que l'on veut conserver. Et ainsi, on arrive à faire une chirurgie moins invasive, plus précise et avec, je pense, pour le patient, un meilleur résultat sur le futur. De plus en plus de domaines dans la médecine utilisent ce robot. Tous les jours, de nombreuses opérations sont réalisées avec le système chirurgical Da Vinci de par le monde. Le coût de cette avancée technologique, 2 millions d'euros. Après le séisme survenu en janvier 2010 en Haïti, un collectif humanitaire monégasque s'est créé en principauté pour récolter des fonds. L'objectif, entre autres, la reconstruction d'une école. Ce mardi, le Dr Pape était en principauté au ministère d'État pour parler de l'évolution de ce projet. Fabien Bonilla et Sylvain Péromal. Le 12 janvier 2010, 16h53, un tremblement de terre tout proche de Port-au-Prince d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter va bouleverser la communauté internationale. Le bilan est terrible, 300 000 morts et 300 000 blessés. Face à cette catastrophe naturelle, le prince souverain a souhaité fédérer l'ensemble des acteurs humanitaires de la principauté. Monaco Collectif Haïti voit donc le jour et est composé du gouvernement, de la Croix-Rouge et d'une vingtaine d'ONG. Après plusieurs missions de terrain en Haïti, le collectif a choisi de soutenir le projet de santé globale du Dr Pape. Le Dr Pape est le fondateur des centres Gesquio. Il en existe 26 dans le pays et lutte contre le VIH-Sida. Ce chercheur était présent ce mardi matin au ministère d'État. Il a tenu à remercier l'ensemble des acteurs du Monaco Collectif Humanitaire pour la construction et l'équipement de l'école primaire Prince Albert II. On avait plus de 12 000 personnes qui étaient sans abri et particulièrement une population composée de femmes et d'enfants. Et ces enfants, évidemment, n'allaient pas à l'école. Donc on avait pu monter une école pour ces enfants. Et l'école a duré tout le temps, jusqu'à maintenant. Et on avait fait le rêve de leur construire une école plus normale. Et le Monaco Collectif a permis justement de construire une école moderne. Les élèves sont rentrés à l'école cette année dans cette nouvelle construction qui est antisismique et qui est vraiment superbe et qui peut abriter 400 enfants. L'école primaire Prince Albert II a été construite dans un des quartiers les plus défavorisés et les plus touchés de la capitale, dans l'enceinte du centre Gesquio de Port-au-Prince. Les fonds levés par le Monaco Collectif Haïti s'élèvent à 1 130 000 €. En plus de la construction, ce montant permettra d'équiper l'école et d'assurer son fonctionnement pour une année. Parlons du vivier de l'administration. À présent, le vivier étant une formation proposée par la fonction publique monégasque pour que des jeunes nationaux puissent intégrer l'administration. La formation 2012-2013 vient de débuter et les 5 lauréats ont été présentés au ministre d'État en début de semaine. Voyez ce reportage signé Fabien Bonilla. Ils sont 5 à intégrer le vivier cette année, 3 hommes et 2 femmes. Le début de cette formation commence par la présentation des lauréats de ce concours au ministre d'État, Michel Roger, qui les a encouragés dans cette démarche. Ils ont tous un parcours différent, mais sont tous monégasques, ont moins de 30 ans et ont obtenu un bac+4. Pour pouvoir prochainement rentrer dans l'administration, ils viennent de passer un concours à l'écrit et à l'oral. L'objectif pour nous est de recruter des jeunes monégasques qui ont des formations supérieures, de manière à rejoindre les effectifs de notre administration pour compléter avec leurs compétences, leur apport de nouveaux savoirs, nos équipes. Après avoir passé ce concours, communément appelé le vivier, ces 5 jeunes monégasques bénéficieront d'une formation pendant 1 an.
Ils vont suivre une formation théorique ainsi que des cours plus techniques d'anglais, de bureautique, d'informatique ou des cours de communication par exemple. Et également avoir un certain nombre de présentations effectuées par les chefs de service de l'administration, les responsables des départements pour leur présenter le fonctionnement de notre administration, son organisation de manière générale, de manière à ce qu'ils connaissent mieux l'administration dans laquelle ils vont entrer et travailler à l'avenir. Et à l'issue de cette période de formation théorique, donc, il y aura 2 stages de 4 mois chacun, de manière à ce qu'ils soient directement, concrètement, dans un service pour y travailler. À l'issue de cette formation, ces 5 jeunes passeront un oral de titularisation pour valider leurs acquis. La direction des ressources humaines leur proposera alors un poste vacant au sein de l'administration pour travailler pleinement au service de l'État. Vous connaissez mieux le principe de ce que l'on appelle le vivier. Je vous propose à présent de découvrir les 5 jeunes qui vont bénéficier de cette formation. Je suis personnellement diplômée d'un Master 2 en e-tourisme. Et c'est vrai que l'activité touristique à Monaco est un grand pôle d'activité. Et j'ai voulu mettre à profit mes études et mes acquis au service de Monaco. Après le baccalauréat, j'ai intégré Sciences Po à Aix-en-Provence avec un master en relations internationales qui m'a amené à participer à effectuer plusieurs stages. Tout d'abord auprès de l'ambassade de Monaco en Allemagne, puis auprès de la mission de Monaco auprès de l'ONU aux Nations Unies. J'ai déjà eu plusieurs expériences lors de différents stages au sein de services de la fonction publique et ça m'a toujours énormément plu, donc j'ai voulu continuer en ce sens. J'ai fait un master en histoire à l'université de Nice et puis ensuite j'ai fait une formation en audiovisuel à Paris. J'ai terminé mon cursus universitaire cette année au mois de juin, donc il fallait que je me lance forcément dans la vie active. Et puis, grâce au sport de haut niveau, plus ou moins d'une certaine façon, j'avais déjà travaillé pour Monaco en investissant, en représentant les couleurs au niveau international. Donc je me suis dit, voilà, après avoir terminé mes études, travailler dans la fonction publique pour mon pays, ça serait la suite logique pour moi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le vivier? Pourquoi le vivier? Tout d'abord pour participer à la vie du pays, un fort attachement à la principauté qui me poussait à rester actif dans l'administration du pays. Et une réelle motivation pour pouvoir éventuellement repartir après à l'étranger, représenter Monaco auprès de puissances étrangères ou auprès d'organisations internationales. C'est une volonté de revenir à Monaco et de travailler au service en fait, du bien commun, quoi, de la principauté, qui est quand même une chance d'habiter ici, mais c'est aussi une volonté de prendre part à la vie de la cité. De par ma formation, vu que j'ai un Master 2 en droit de la mer, droit de l'environnement, c'est vrai que j'aimerais continuer dans cette spécialisation. Mais après, le but du vivier est également de découvrir d'autres services. Donc je verrai au cours de cette année comment cela se passe. Vu mon parcours universitaire, c'est vrai que le tourisme semble prédestiné. Maintenant, j'imagine qu'il y a beaucoup de services que je vais pouvoir découvrir et voilà, je ne suis pas uniquement fermée au tourisme. Les relations extérieures, ce serait pour moi l'idéal. Après, j'ai pas de... Pour l'instant, voilà, je suis ouvert. On va découvrir l'administration dans son ensemble pendant ces 3 mois de formation. Donc voilà, avoir une idée plus générale de tous les services et puis prendre un choix plus tard, on verra. À l'occasion de la journée européenne du patrimoine, les visiteurs vont pouvoir découvrir les laboratoires du centre scientifique de Monaco. Au programme de cette journée, des ateliers destinés à mieux faire comprendre au public les enjeux de la science. Léa Bélante. Dimanche, le centre scientifique de Monaco, fondé par le prince Régnier III, ouvre ses laboratoires. Le centre permet à la principauté de soutenir l'action des organisations gouvernementales et internationales chargées de protéger la vie marine. Le public va pouvoir découvrir l'objectif de ces recherches. Les laboratoires de recherche sont toujours quelque chose qui reste auréolé de mystère. Donc c'est une bonne chose de pouvoir ouvrir au public ces laboratoires, d'expliquer ce qu'on fait. Souvent on a l'impression que vulgariser la science, ça ne se fait pas. En fait, il suffit d'expliquer avec des mots simples ce que l'on peut faire. Et les gens sont de plus en plus intéressés par comprendre ce qui se fait dans les laboratoires, comprendre les enjeux qui s'y déroulent. 4 ateliers sont présentés au public pour cette journée, comprendre la biologie polaire ou encore cerner les évolutions de l'écophysiologie. Le but est de rendre la science accessible à tous. Une sortie en mer est également organisée avec la direction des affaires maritimes.
On va faire des traînées de plancton avec un filet qui a une taille bien précise. Le plancton, c'est des animaux qui nagent au gré des courants. Et nous allons récolter tout ce plancton dans notre filet et après nous allons le montrer au public. La sortie en mer se déroule dimanche de 9h à 17h avec des groupes de 15 personnes par bateau. L'excursion durera en moyenne une trentaine de minutes. Et si nous parlions football à présent, les Rouges et Blancs affrontaient Châteauroux ce lundi soir au Stade Louis II. Une rencontre qui s'est clôturée par un match nul. Retour en images avec Frédéric Elion. Monaco-Châteauroux, c'est la meilleure attaque opposée à la meilleure défense du championnat de Ligue 2. Une donnée qui laisse entrevoir le scénario de la partie. Les Castelroussins 9e au classement avant la rencontre viennent en principauté pour bien défendre et jouer les contres. La première mi-temps ne permet pas vraiment aux supporters de s'enflammer, il faut attendre le retour des vestiaires pour voir la première véritable occasion de but. Dans la surface, Bajrami frappe du droit, son tir est contré, le ballon revient sur Germain qui expédie une frappe sur le poteau. Sur ce tir en pivot, le gardien de la Berrichonne est pris à contre-pied mais sauvé par son poteau. Les Monégasques continuent de pousser, duel aérien entre Germain et Milieras, le ballon arrive sur Ocampos qui tente de lober le portier Castelroussin. Sur le corner, Adriano dévie de la tête au premier poteau, le ballon heurte le montant de Milieras, Wolf reprend mais c'est à côté. Claudio Ranieri s'impatiente, Germain effectue la touche et trouve Ferreira Carrasco qui envoie une frappe sèche, détournée encore une fois par Milieras, excellent tout au long du match. Touré reprend sur la barre, mais il est signalé hors jeu. Les occasions se multiplient. À la 85e, Ocampos efface Neves sur le contrôle. Il poursuit sa course jusque dans la surface de réparation, où il décoche un tir contré qui frôle le montant de Milieras. Monaco pousse en fin de rencontre pour décrocher les 3 points. Sur un centre d'Ocampos, Germain ne cadre pas sa tête. L'attaquant monégasque rate la balle de match, visiblement surpris de voir le ballon lui arriver dessus. 0-0 score final, l'ASM a manqué d'efficacité sur cette seconde mi-temps. Les ASMistes peuvent se consoler en se disant qu'ils restent en tête du championnat grâce à une meilleure différence de but. En première mi-temps, nous avons essayé de prendre le contrôle du match, mais nous n'avons pas réussi à développer notre jeu. En seconde période, nous avons très bien joué, on s'est procuré de nombreuses occasions franches, mais il nous a manqué ce brin de chance pour l'emporter. On a eu les situations pour marquer, mais nous n'y sommes pas parvenus. Il y a eu des poteaux, des sauvetages in extremis, mais c'est ça le football. On n'est pas récompensé, mais ce qui est important, c'est de continuer d'engranger des points. On est encore premier et c'est ça le plus important. C'est un bon point, ouais. Je crois qu'on a été malmenés, on a très bien défendu, je veux dire, sur cette première mi-temps où on avait décidé de bloquer les espaces. Je pense qu'on a mal utilisé le ballon quand on avait des possibilités offensives. J'ai trouvé mes joueurs ce soir avec des jambes un peu lourdes. Il n'y a pas cette vivacité qu'on a pu voir sur les derniers matchs. On prend un point à Monaco, c'est bien, on ne prend pas de but. Et c'est vrai que ce soir, sur la deuxième mi-temps, on a un peu de réussite. Mais je dirais que ça compense les 3 matchs précédents où on n'en avait pas eu. Donc finir, prendre un point à Monaco, c'est bien. Il est à présent temps de passer à la carte météorologique. Mercredi, le soleil sera toujours bel et bien présent dans le ciel azuréen et les températures seront encore supérieures au normal. Comptez 18 degrés au meilleur moment de la journée et 23 en cours d'après-midi. Jeudi, le temps sera moins agréable que les jours précédents. Les nuages seront plus encombrants et des risques d'averses sont à prévoir en fin d'après-midi. Vendredi, un ciel très nuageux et un brin menaçant. Samedi, retour des éclaircies. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite José Sacré qui vous présente les cinémas de la semaine. Au revoir.